Ricardo Mendes ajusta sa cravate Hermès empruntée pour la 4e fois ce matin-là, ses doigts tremblant imperceptiblement, tandis qu'il observe le mouvement matinal de la maison Élégance. Le reflet dans le miroir vénitien du XVIIIe siècle qui décore l'entrée de la boutique montre un homme de 32 ans, cheveux noirs bien peignés, costume Hugo Boss impeccablement repassé. L'image parfaite d'un vendeur de luxe parisien. Mais derrière cette façade soigneusement construite, Ricardo porte le poids de 6 mois d'insécurité croissante et l'écho encore frais de la conversation qu'il a eue avec Madame Dubois la semaine précédente. La vie à Paris avait commencé comme un rêve 2 ans auparavant. Diplômé en administration des entreprises de la Fondation Getúlio Vargas à São Paulo, avec une spécialisation en gestion du commerce de détail et 8 ans d'expérience en vente au Brésil, Ricardo était arrivé dans la ville lumière avec de grandes attentes. Sa femme Carla, infirmière spécialisée en soins intensifs néonatal, avait obtenu un transfert à l'hôpital Pitié-Salpêtrière grâce à un programme d'échange médical. La petite Sofia, alors âgée de 6 ans, était enthousiasmée par l'aventure de vivre dans la ville de ses dessins animés préférés. La réalité cependant, s'était révélée bien plus complexe. Malgré son français courant résultat d'années d'études et d'un échange durant l'université, Ricardo découvrit que le marché du travail parisien était impitoyable avec les étrangers, même qualifiés. Des dizaines de chevaux envoyés, des entretiens qui semblaient prometteurs, mais se terminaient par « nous vous recontacterons », des mois à vivre sur les économies qu'ils avaient apportées du Brésil. Quand il avait finalement obtenu le poste à la Maison Élégance, l'une des boutiques les plus prestigieuses de l'avenue Montaigne, cela avait semblé que ses efforts seraient enfin récompensés. La Maison Élégance occupait un hôtel particulier du XIXe siècle, avec ses 5 vitrines en cristal blindé exposant des créations qui ressemblaient à des sculptures. L'intérieur était un temple du luxe. Sol en marbre de Carrare, lustre en cristal baccarat, murs recouverts de soie italienne dans des tons crème et dorés. Chaque pièce exposée, des montres Patek Philippe évaluées à 200 000 € au sac Hermès avec une liste d'attente de 2 ans, était traitée comme une œuvre d'art. La clientèle habituelle incluait des ministres, des entrepreneurs du CAC 40, des célébrités qui préféraient la discrétion à l'ostentation, et des touristes ultra-riches qui visitaient Paris pour faire des achats qui coûteraient plus que des appartements entiers dans d'autres villes. Ricardo avait commencé avec enthousiasme, étudiant chaque catalogue jusqu'à pouvoir réciter de mémoire les spécifications d'une montre Richard Mille ou l'histoire derrière une collection limitée de Chanel. Mais au fil des mois, alors que ses objectifs de vente restaient constamment en dessous de la moyenne de ses collègues, la pression commença à éroder sa confiance. La conversation avec Madame Dubois avait eu lieu un lundi matin, dans son bureau au 2e étage, décoré avec des photographies de célébrités qui fréquentaient la boutique. Élise Dubois, une femme d'une 50aine d'années qui avait construit sa carrière dans le commerce de détail de luxe depuis les années 80, était connue pour son élégance impeccable et ses standards inflexibles. « Ricardo » avait-elle dit, ses yeux bleus fixés sur lui avec une intensité qui le fit déglutir difficilement, « vous avez les connaissances techniques et une présentation personnelle adéquate. Votre français est excellent, vos manières sont courtoises. Mais il manque quelque chose. Madame Dubois, je peux expliquer les chiffres. » « Ce ne sont pas seulement les chiffres, » l'interrompit-elle, gesticulant légèrement avec son stylo Montblanc. « C'est la connexion. Nos clients n'achètent pas seulement des produits, ils achètent des expériences, des histoires, des rêves. Ils doivent sentir que vous comprenez non seulement ce qu'ils achètent, mais pourquoi ils l'achètent. Vous devez vendre non seulement le sac, mais le sentiment qu'il procurera quand ils le porteront à l'opéra ou lors d'un dîner à Monaco. » Ricardo avait essayé d'argumenter, d'expliquer les difficultés d'adaptation, mais Madame Dubois avait levé la main. « Je comprends vos circonstances, et je respecte votre dévouement. Mais c'est un business, Ricardo. Si vous n'arrivez pas à améliorer substantiellement vos ventes dans les prochaines semaines, je devrais considérer d'autres options. Il y a une liste de candidats qualifiés qui attendent une opportunité ici. » Depuis lors, chaque jour était devenu une bataille contre l'amertume croissante qu'il ressentait chaque fois qu'il observait la facilité avec laquelle ses collègues interagissaient avec la clientèle. Pierre, un Parisien de souche de 28 ans, flirtait élégamment avec les clientes plus âgées et parlait d'art contemporain avec les collectionneurs. Amélie, fille d'un diplomate qui avait grandi entre Londres et New York, arrivait instantanément à créer un rapport avec les touristes américains et russes. Et là était Ricardo, luttant pour payer un loyer de 1 400 € pour un appartement de 40 mètres carrés dans le 19e arrondissement, observant des clients dépenser cette somme en un seul après-midi de shopping. La situation à la maison était devenue également tendue. Carla travaillait des gardes de 12 heures, 3 fois par semaine, rentrant épuisée et préoccupée par ses collègues français, qui semblaient questionner chacune de ses décisions, testant constamment ses connaissances médicales. Sofia, maintenant âgée de 8 ans, s'était bien adaptée à l'école française, mais ses demandes innocentes, des cours de danse comme ses amis, une tablette pour faire ses devoirs,
des vêtements des marques que portaient ses camarades, étaient des rappels constants des limitations financières de la famille. « Papa, pourquoi on ne peut pas acheter cette poupée dans la vitrine ?» avait demandé Sophia le week-end dernier, pointant vers une poupée Corolle de 150 € dans un magasin de jouets des Champs-Élysées. « Parce que papa doit économiser pour des choses plus importantes, princesse, » avait-il répondu, voyant la déception dans les yeux marrons de sa fille. « Mais tu travailles dans un magasin chic. Les filles de l'école ont dit que ceux qui travaillent dans des magasins chics ont beaucoup d'argent. » Comment expliquer à un enfant de 8 ans que travailler entouré de luxe ne signifiait pas pouvoir se l'offrir? Comment dire que chaque jour devenait plus difficile de maintenir sa composure professionnelle en regardant des gens dépenser casualement l'équivalent du salaire annuel de sa famille? Ce mardi d'octobre, le ciel parisien était couvert, et le mouvement dans la boutique avait été plus lent que d'habitude. Ricardo avait réorganisé la vitrine des montres 2 fois, mis à jour l'inventaire, et répondu à 3 emails de clients concernant des commandes spéciales. Il était 4h30 de l'après-midi quand le jeune homme entra. À première vue, rien chez le visiteur ne suggérait qu'il était un client potentiel. Environ 25 ans, taille moyenne, physique athlétique, mais pas excessivement musclé. Il portait un sweatshirt Nike gris foncé. Pas de la ligne premium, mais le modèle basique qu'on trouve dans n'importe quel magasin de sport. Le jean était de Zara, Ricardo reconnut la coupe, et les baskets, bien que propres, étaient des Air Jordan incommunes, pas les modèles limités que certains jeunes riches collectionnent. Ce qui irrita le plus Ricardo fut la manière dont le jeune homme se déplaçait dans la boutique. Il n'y avait pas de hâte, ni la révérence intimidée que la plupart des visiteurs démontraient en entrant dans ce temple du luxe. Il marchait avec une confiance naturelle, s'arrêtant pour examiner une vitrine de montres Audemars Piguet, comme s'il feuilletait un magazine dans une salle d'attente. Ses doigts, remarqua Ricardo, étaient bien entretenus, mais ne portaient pas de bague chère. Il n'y avait pas de montre au poignet. Un signe clair, selon l'expérience de Ricardo, de quelqu'un qui n'avait pas les moyens d'acheter les garde-temps qu'il admirait. Le jeune homme passa 15 minutes à parcourir le rez-de-chaussée de la boutique. Il s'arrêta devant une vitrine de sacs Hermès, inclina légèrement la tête comme s'il évaluait le design, toucha délicatement le tissu d'un blazer Saint-Laurent exposé sur un mannequin, examina les détails d'une chaussure Louboutin comme s'il était un expert en artisanat italien. Ricardo observait depuis sa position derrière le comptoir principal, son irritation grandissant à chaque minute. C'était toujours ainsi. Des jeunes entraient dans la boutique, clairement fascinés par l'environnement, prenaient des photos discrètes, bien que photographier soit interdit, touchaient les marchandises laissant des empreintes digitales qu'ils devraient ensuite nettoyer, et finalement sortaient sans rien acheter, parfois en commentant encore à voix haute sur les prix absurdes. Encore un touriste perdu, pensa Ricardo, se souvenant de l'objectif mensuel qui était encore à 15 000 € de distance. Il n'avait pas de temps pour les curieux. Pas quand Madame Dubois avait clairement dit que sa permanence dans l'entreprise dépendait de résultats concrets. Le jeune homme s'approcha de la section bijouterie où un collier de diamants Cartier d'une valeur de 80 000 € était exposé dans une vitrine spéciale. Ricardo décida qu'il était temps d'intervenir avant que le visiteur ne crée de fausses attentes, ou, pire encore, n'essaye de toucher des pièces d'une valeur si élevée. « Excusez-moi », dit Ricardo, s'approchant avec des pas délibérément bruyants sur le marbre italien, sa voix chargée d'une autorité qu'il voulait intimidante. « Puis-je vous aider pour quelque chose de spécifique ?» Le jeune homme se retourna, et Ricardo fut immédiatement frappé par un sourire sincère et chaleureux qui le prit au dépourvu. C'était le type de sourire qui transformait complètement un visage, créant de petites rides autour des yeux, et révélant des dents parfaites et blanches. Pendant un moment, Ricardo ressentit une pointe de culpabilité pour son approche hostile. « Ah oui, merci », répondit le jeune homme en français parfait, avec un accent que Ricardo n'arrivait pas à identifier immédiatement. Il y avait des nuances qui suggéraient une origine africaine, mais la diction était raffinée, éduquée. « En fait, je cherche un cadeau pour ma mère. Quelque chose d'élégant et de spécial. Elle fête son anniversaire la semaine prochaine, et je voulais lui offrir quelque chose qui montre combien elle compte pour moi. » La réponse ne fit qu'augmenter l'irritation de Ricardo. Combien de fois avait-il entendu exactement ces mots de personnes qui se plaignaient ensuite de chaque prix présenté? L'expression « quelque chose de spécial » était un euphémisme classique utilisé par ceux qui n'avaient aucune idée des prix pratiqués dans une boutique comme la Maison Élégance. « Je vois », dit Ricardo, son ton clairement sceptique. « Et quel type de budget avez-vous en tête pour ce cadeau spécial ?» Le jeune homme sembla légèrement surpris par la question directe. « Eh bien, je n'ai pas de limite spécifique, cela dépend de la pièce. Pourriez-vous me montrer quelques options ? Elle aime les sacs et les bijoux classiques. » Ricardo soupira dramatiquement, un son qui résonna dans l'espace silencieux de la boutique. « Monsieur, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, permettez-moi d'être clair sur nos produits. Nos sacs commencent à 3 000 €, et ce sont les pièces d'entrée de gamme.
Un modèle Hermès Birkin, qui est ce que la plupart des gens considèrent quand ils pensent à un sac spécial, coûte entre 15 et 50 000 euros, selon le cuir et les finitions. Nos bijoux varient de 5 000 euros pour une pièce simple jusqu'à 300 000 pour des articles avec des diamants de haute qualité. Le sourire du jeune homme vacilla légèrement, et Ricardo perçut une ombre d'inconfort traverser son visage. Mais au lieu de partir immédiatement, comme la plupart le feraient après cette réalité financière, il maintint sa composure. « Je comprends les prix, » dit-il calmement. « Pourriez-vous me montrer quelques options, s'il vous plaît ? Le prix ne me dérange pas si c'est quelque chose qui rendra vraiment ma mère heureuse. » La persistance du jeune homme irrita Ricardo encore plus. Il avait entendu cette phrase des dizaines de fois. « Le prix ne me dérange pas. » Toujours dite par des personnes qui s'en souciaient clairement beaucoup et qui invariablement essayaient de négocier, ou disparaissaient simplement quand confrontés aux vraies valeurs. « Écoutez, » dit Ricardo, élevant le ton de voix suffisamment pour que d'autres clients dans la boutique commencent à remarquer, « Je ne veux vraiment pas faire perdre votre temps ni le mien. Ces pièces sont pour des personnes qui peuvent vraiment se les offrir, sans y réfléchir à deux fois. Peut-être vous sentiriez-vous plus à l'aise dans l'une des boutiques du boulevard Haussmann. Les Galeries Lafayette ont une bonne sélection de cadeaux dans des gammes de prix plus accessibles. » Une dame élégante d'environ 60 ans, qui examinait des foulards Hermès dans une vitrine proche, arrêta son activité et regarda directement Ricardo avec une expression de désapprobation évidente. Elle portait un ensemble Chanel classique en tweed bleu marine et portait un sac Kelly que Ricardo estima valoir au moins 20 000 euros, clairement une cliente importante. Un couple plus âgé, lui en costume Savile Row fait sur mesure, et elle avec des bijoux qui brillaient même sous l'éclairage doux de la boutique, interrompit également leur conversation pour observer l'interaction. L'homme murmura quelque chose à l'oreille de sa femme, et tous deux secouèrent la tête négativement. Mais Ricardo, consumé par sa propre frustration et la pression de ses circonstances personnelles, interpréta complètement mal ses réactions. Dans son esprit perturbé, ils étaient d'accord avec son évaluation, soutenant sa décision de protéger la boutique d'une probable perte de temps. Le jeune homme, de son côté, resta remarquablement calme face à l'humiliation publique. Sa posture ne changea pas, ni ne montra de colère ou d'indignation. Au lieu de cela, Ricardo perçut une tristesse sincère traverser ses yeux. Non l'irritation de quelqu'un d'offensé, mais la déception de quelqu'un qui s'attendait à être traité avec plus de gentillesse. « Monsieur, » dit le jeune homme, sa voix toujours douce mais maintenant chargée d'une dignité qui fit se sentir Ricardo momentanément mal à l'aise, « j'aimerais vraiment voir quelques options pour ma mère. Elle a traversé des moments très difficiles récemment. Elle a perdu son emploi il y a quelques mois, et cela a été une lutte pour elle de garder confiance. Je pensais qu'un cadeau spécial pourrait montrer que je reconnais tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi et mon frère au fil des années. » L'explication personnelle aurait dû toucher Ricardo, mais au lieu de cela, elle ne fit qu'alimenter son cynisme. Combien d'histoires tristes avait-il entendues comme justification pour juste jeter un coup d'œil à des produits que les gens ne pouvaient clairement pas se permettre. « Que c'est touchant, » dit Ricardo, sa voix dégoulinant de sarcasme, « une très belle histoire. Et laissez-moi deviner, vous allez payer avec quoi ? Avec votre salaire de joueur de football ? Ou peut-être, êtes-vous un de ces nouveaux influenceurs digitaux qui pensent que la célébrité sur les réseaux sociaux équivaut à un pouvoir d'achat réel ?» Au moment où ces mots sortirent de ses lèvres, Ricardo perçut un changement sismique dans l'atmosphère de la boutique. Le silence qui s'abattit fut si absolu qu'il pouvait entendre le tic-tac discret de l'horloge Jaeger le coultre au mur. La dame au foulard Hermès laissa tomber son sac Kelly sur le sol de marbre, produisant un son qui résonna comme un coup de feu. Le couple plus âgé se retourna complètement pour regarder, leurs expressions de désapprobation maintenant transformées en choc absolu. Même Henri, le vigile de l'entrée, un ex-militaire d'une quarantaine d'années qui maintenait normalement une expression impassible, même quand des célébrités visitaient la boutique, écarquilla les yeux et laissa échapper un « mon Dieu » presque inaudible. C'est alors que Ricardo entendit les pas pressés de talons hauts sur le marbre. Madame Dubois apparut du 2e étage comme une force de la nature, descendant l'escalier courbe en colimaçon avec une vitesse qu'il n'avait jamais vue. Son visage, normalement composé en un masque d'élégance professionnelle, était pâle d'horreur et de reconnaissance. « Monsieur Mbappé, » dit-elle, trébuchant presque sur les dernières marches dans sa hâte d'arriver jusqu'à eux, « je vous prie d'accepter mes excuses les plus sincères pour ce malentendu terrible et inexcusable. Kylian Mbappé. » Le nom frappa Ricardo comme un coup de poing à l'estomac. L'attaquant de l'équipe de France. Le joueur qui avait marqué un hat-trick en finale de Coupe du Monde au Qatar, se transformant en légende mondiale à 23 ans. L'athlète qui apparaissait en couverture de Time et Forbes, qui avait des contrats publicitaires qui valaient plus que le PIB de certains petits pays. Le jeune homme qui était devenu une icône mondiale, admiré non seulement pour son talent, mais pour ses actions philanthropiques et sa personnalité humble. Et il était là,
debout devant Ricardo en sweatshirt simple et jean, ayant juste reçu le traitement le plus humiliant qu'un client puisse expérimenter dans une boutique de luxe. Et pendant tout le processus, il avait maintenu ce sourire patient, cette gentillesse sincère, qui faisait maintenant sentir Ricardo plus petit qu'un insecte. Le monde de Ricardo s'effondra complètement. Sa carrière était finie, non seulement à la Maison Élégance, mais probablement dans tout le secteur du commerce de détail de luxe parisien. Les nouvelles de la façon dont il avait traité Kylian Mbappé se répandraient comme un feu. Sa famille dépendait de ce travail. Sofia n'aurait pas ses cours de danse, Carla continuerait à travailler des doubles gardes, et il devrait probablement retourner au Brésil la queue entre les jambes. Je suis désolé, balbutia Ricardo, sa voix à peine plus qu'un murmure rauque. Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a pas d'excuse. Aucune justification pour la façon dont je vous ai traité. Je ne savais pas. Tout va bien, Madame Dubois, dit Mbappé gentiment, s'adressant d'abord à la directrice clairement paniquée, puis se tourna vers Ricardo avec la même sérénité qu'il avait maintenue pendant toute l'épreuve. Nous avons tous des jours difficiles. Parfois, les pressions de la vie nous font agir de manière qui ne reflète pas qui nous sommes vraiment. La réponse de Mbappé fut si inattendue que Ricardo sentit ses jambes faiblir. Non seulement il n'était pas furieux, non seulement il n'exigeait pas de licenciement, ou ne menaçait pas de poursuite judiciaire, mais il démontrait une compassion que Ricardo savait ne pas mériter. Madame Dubois commença à parler, se préparant clairement pour un licenciement immédiat et possiblement une déclaration publique d'excuses, mais Mbappé leva gentiment la main. « S'il vous plaît, donnez-nous un moment », dit-il calmement. Ricardo s'attendait à des cris, des menaces, au moins une réprimande furieuse. Au lieu de cela, Mbappé s'approcha de lui et posa une main réconfortante sur son épaule. « Quel est votre nom » demanda Mbappé, sa voix douce mais ferme. « Ricardo, monsieur. Ricardo Mendes. »« Ricardo, » dit Mbappé, « je peux voir que vous portez beaucoup de poids sur vos épaules. Nous commettons tous des erreurs quand nous luttons contre des pressions qui semblent insurmontables. Ce qui compte, ce n'est pas l'erreur elle-même, mais ce que nous choisissons de faire après l'avoir reconnue. J'ai une fille, dit Ricardo, des larmes commençant à se former dans ses yeux pour la première fois en années, une petite fille de 8 ans. Je suis tellement préoccupé de subvenir aux besoins de ma famille, tellement désespéré de réussir ici, que j'ai oublié qui je suis vraiment. Cela ne justifie rien de ce que j'ai dit, mais... Parlez-moi d'elle, dit Mbappé conduisant Ricardo vers un coin plus réservé de la boutique, loin des regards curieux des autres clients. Pendant les 40 minutes suivantes, Ricardo se retrouva à partager son histoire de vie avec quelqu'un qui écoutait avec une attention sincère et sans jugement. Il parla de ses ambitions quand il avait déménagé à Paris, des difficultés d'adaptation qu'il n'avait pas anticipées, des nuits où il restait éveillé à calculer les factures, et se demandait s'il avait pris la bonne décision d'amener sa famille en France. Mbappé, à son tour, partagea son propre parcours, d'une manière que Ricardo n'avait jamais entendue dans les interviews. Il parla de grandir à Bondy, une banlieue problématique aux alentours de Paris, des jours où sa famille luttait pour payer les factures de base, de la pression constante de savoir que ses compétences au football étaient la seule vraie chance de sa famille d'échapper à la pauvreté. « Ma mère, Faiza, » dit Mbappé, ses yeux s'illuminant en parlant d'elle, a travaillé comme femme de ménage, réceptionniste, tout ce qu'elle pouvait trouver pour s'assurer que mon frère et moi ayons des opportunités. Elle conduisait une vieille camionnette qui tombait constamment en panne pour m'emmener aux entraînements. Parfois nous n'avions pas d'argent pour l'essence, alors elle empruntait ou parfois nous marchions même 5 km jusqu'au terrain d'entraînement. « Comment pouvez-vous être si gentil avec moi après la façon dont je vous ai traité » demanda Ricardo sincèrement perplexe. « Parce que quelqu'un a été gentil avec moi quand j'en avais le plus besoin » répondit Mbappé, ses mots chargés d'une sagesse qui semblait au-delà de ses années. « Quand j'avais 12 ans, j'ai passé un essai à Chelsea. J'étais tellement nerveux, tellement désespéré d'impressionner, que j'ai joué terriblement. J'ai été rejeté, et j'étais absolument dévasté. Je pensais que mon rêve était fini avant même de commencer. » Mbappé fit une pause, regardant par la grande fenêtre de la boutique, le mouvement de l'avenue Montaigne. Un des assistants entraîneurs là-bas, un homme appelé Gary, au lieu de simplement me renvoyer comme il le faisait avec tous les autres garçons rejetés, s'est assis avec moi pendant 1 heure. Il m'a dit qu'un rejet ne définit pas qui nous sommes ou ce que nous pouvons devenir, mais comment nous y répondons détermine notre avenir. Il m'a donné des conseils spécifiques sur comment améliorer mon jeu, m'a encouragé à continuer d'essayer, et plus important encore, m'a rappelé que le football n'était pas seulement une question de talent, mais de caractère. « Et vous n'avez jamais oublié cela » dit Ricardo, commençant à comprendre. « Jamais » confirma Mbappé. Gary ne se souvient probablement même pas de moi aujourd'hui, mais ces minutes de bonté ont complètement changé ma perspective. Il m'a enseigné que parfois,
La chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement être gentil avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. Quand la conversation se termina, Mbappé se dirigea vers la section des sacs avec Ricardo à ses côtés. « Maintenant, dit-il avec un sourire, pourriez-vous m'aider à choisir quelque chose de vraiment spécial pour ma mère? Et cette fois, je veux que vous me traitiez comme vous traiteriez n'importe quel client, avec le professionnalisme et le soin que je sais que vous avez. » Ricardo, encore en train de traiter l'ampleur de la gentillesse qu'il avait reçue, guida Mbappé à travers la collection avec une attention méticuleuse aux détails. Ils passèrent 20 minutes à discuter des options, avec Ricardo partageant ses connaissances sur les matériaux, l'artisanat, l'histoire derrière chaque pièce. Il parla de la différence entre le cuir de veau et le cuir de crocodile, expliqua l'importance des coutures faites à la main versus machine, décrivit l'héritage familial derrière certaines maisons de mode. Mbappé posa des questions intelligentes sur la durabilité, le style et la versatilité. Il était clair qu'il n'achetait pas simplement un sac cher, mais cherchait quelque chose qui signifierait vraiment quelque chose de spécial pour sa mère. « Celui-ci, » dit Mbappé finalement, indiquant un élégant sac Chanel en cuir noir avec des détails en or vieilli, « celui-ci est parfait. Ma mère adore le classique avec une touche de modernité, et je peux l'imaginer le porter quand elle va au théâtre ou à des dîners importants. » Le sac coûtait 8 000 €, mais Mbappé ne broncha même pas quand Ricardo mentionna le prix. Il sourit simplement et dit « Parfait. Elle mérite cela, et bien plus. » Pendant que Ricardo traitait la vente, ses mains tremblaient encore légèrement d'émotion. Mbappé observa et commenta « Ricardo, vous connaissez vraiment ces produits. Je peux voir que vous vous souciez de votre travail et que vous avez une passion pour ce que vous faites. Ne laissez pas les difficultés temporaires effacer cette qualité. Elle est précieuse. » Alors que Mbappé se préparait à partir, il tendit à Ricardo une carte discrète mais élégante. « J'ai une fondation qui travaille avec des familles en transition, » expliqua-t-il. « Nous offrons depuis le conseil financier jusqu'aux opportunités de développement professionnel et de networking. Seriez-vous intéressé d'en savoir plus? Pas comme charité, mais comme une opportunité de croissance mutuelle. » Ricardo accepta la carte, avec des mains encore tremblantes, incapable de croire qu'un acte de bonté si pur puisse surgir de sa plus grande erreur professionnelle. Avant de partir définitivement, Mbappé se retourna une dernière fois, son expression sérieuse mais gentille. « Ricardo, laissez-moi partager quelque chose que j'ai appris. Comment nous traitons les autres quand nous pensons que personne d'important ne regarde révèle qui nous sommes vraiment. Mais il est aussi vrai que comment nous répondons quand nous commettons des erreurs définies qui nous pouvons devenir. Vous avez une seconde chance ici. Utilisez-la bien. » Dans les jours qui suivirent, la transformation de Ricardo fut si dramatique que même Madame Dubois fit des commentaires à ce sujet. Il abordait chaque client, indépendamment de son apparence ou de son âge, avec le même respect, attention et expertise qu'il avait démontré avec Mbappé. Ses ventes ne s'améliorèrent pas seulement, elles se multiplièrent. Plus important encore, il redécouvrit la joie sincère d'aider les gens à trouver quelque chose de spécial, d'être partie prenante de moments importants dans leur vie. 3 semaines après l'incident, Ricardo reçut un appel de Marie-Claire Dubois, coordinatrice de la Fondation Mbappé. La Fondation offrait un programme complet de développement professionnel, qui incluait des cours de gestion avancée, des ateliers sur les relations avec une clientèle haut de gamme, et des opportunités de networking avec des professionnels établis dans le secteur du luxe. Plus important encore, le programme incluait un soutien psychologique pour gérer les pressions professionnelles et des stratégies pour maintenir l'équilibre entre vie personnelle et carrière. « Monsieur Mbappé a spécifiquement mentionné votre cas, » dit Marie-Claire pendant l'appel. « Il a été impressionné non seulement par vos connaissances techniques, mais par votre capacité de changement et de croissance. Aimeriez-vous participer à notre programme ?» 4 mois plus tard, Ricardo fut promu superviseur des ventes, avec une augmentation de salaire qui permit finalement à Sofia de commencer ses cours de danse et à Carla de réduire ses heures supplémentaires. Mais le cadeau le plus spécial arriva un samedi matin, dans un paquet discret sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait un maillot autographié de l'équipe de France, avec une note écrite à la main. Pour Sofia, une jeune fille qui a un père extraordinaire. « Rappelle-toi, princesse, que nous avons tous le pouvoir de rendre la journée de quelqu'un meilleure. Ton papa me l'a enseigné. Continue de briller. Avec affection, Kylian. » Il y avait aussi une seconde note, celle-ci adressée à Ricardo. « J'espère que votre parcours continue d'être inspirant. Votre transformation m'a rappelé pourquoi je crois aux gens. Continuez d'être l'exemple que Sofia mérite. Moi, KM. » Cet après-midi-là, en regardant le visage de Sofia s'illuminer de pure joie avec le cadeau inattendu, Ricardo réalisa la profondeur de la leçon qu'il avait apprise. Mbappé n'avait pas seulement pardonné une erreur. Il avait démontré que la vraie grandeur ne consiste pas à ne jamais tomber,
mais à comment nous relevons les autres quand ils trébuchent. Des mois plus tard, quand Ricardo commença à former de nouveaux employés à la Maison Élégance, il racontait toujours son histoire comme une leçon fondamentale. Chaque personne qui franchit notre porte, disait-il, porte avec elle une histoire unique, des rêves non réalisés, des luttes invisibles et des espoirs secrets. Notre responsabilité n'est pas de les juger par leur apparence ou de présumer de leurs circonstances, mais de les traiter avec la dignité et le respect que tout être humain mérite. J'ai appris de la manière la plus difficile possible, continuait-il, que nous ne savons jamais quand nous serons devant quelqu'un qui peut changer notre vie pour le mieux, ou quand nous aurons l'opportunité d'être nous-mêmes celui qui change la vie d'une autre personne. La bonté ne coûte rien, mais peut tout valoir. Et chaque fois qu'il racontait cette histoire, Ricardo se souvenait des mots de Mbappé. Que le vrai succès ne se mesure pas par ce que nous conquérons individuellement, mais par combien de personnes nous arrivons à élever en chemin. C'était une leçon qu'il porterait pour toujours. Un rappel quotidien que l'humanité, la compassion et les secondes chances peuvent transformer non seulement des vies individuelles, mais le monde autour de nous.